Bienvenue dans Coup d'éclat, le podcast d'Atelier Nubio. Je suis Claire, cofondatrice d'Atelier Nubio et votre hôte sur ce podcast de beauté holistique. Atelier Nubio, c'est le projet qui me fait vibrer depuis 2014. Il est né de ma conviction première, la beauté se nourrit de l'intérieur. La beauté holistique est un voyage merveilleux. Ma mission sur Terre est de vous donner envie d'y embarquer. Avec ce podcast Coup d'éclat, on veut nourrir votre peau, votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Anne-Laure Baratin, hôte du podcast féministe Genre de Fille et fondatrice de l'agence édito Baratin, à l'occasion d'une interview croisée. Anne-Laure m'a interviewée sur Genre de Fille et elle m'a aussi confié son coup d'éclat que vous allez écouter maintenant. Alors qu'elle est enceinte de son deuxième enfant, Anne-Laure découvre que l'embryon n'est pas viable et qu'elle est porteuse d'une anomalie génétique. Elle doit faire face à la fausse couche et à la décision de prendre le risque lors de futures grossesses. Bonjour Anne-Laure. Salut Claire. Donc pour commencer, tu sais, question rituelle sur coup d'éclat. Est-ce que tu pourrais me dire quelle est ta mission sur Terre ? Alors déjà, je suis trop contente d'être avec toi. J'ai l'impression de me laisser porter et c'est hyper agréable. Je pense que ma mission sur Terre est transmettre, partager et que ça a un rapport avec le féminin. Je suis encore en train de chercher ma mission de vie, mais clairement, partager, créer des connexions, transmettre. Je pense que le côté transmission est très important pour moi. C'est vrai que là, tu vas nous transmettre ton coup d'éclat et surtout comment est-ce que tu t'en es remis et ce que ça t'a apporté. Parce qu'un coup d'éclat, en effet, c'est une décision ultra courageuse, mais qui change ta trajectoire de vie. Donc toi, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as découvert, justement, tu étais enceinte de 3 mois et tu as un rendez-vous chez le médecin pour l'échographie, qu'on connaît bien quand on est enceinte, l'échographie du premier trimestre. Alors en fait, très rapidement, dès le début de l'échographie, l'échographe que je connaissais bien et qui avait déjà suivi ma première grossesse, j'ai vu à sa tête, elle a dit « Oula, mais j'aime pas du tout ce que je vois ». Et en fait, assez rapidement, on a vu qu'il y avait un problème. La clarté nucale était très épaisse. Elle était, je ne sais plus, à 5 ou 6 centimètres. Et donc là, tu as l'espèce de... on est en France, on est quand même plutôt bien suivi. En tout cas, moi, c'était le cas. J'étais encore à Paris à cette époque-là. J'ai dû appeler mon médecin qui m'a dit « il faut refaire une seconde écho, on ne sait jamais ». J'ai refait une deuxième écho. Et là, c'était assez... je m'en souviens très bien parce qu'au début, en fait, l'échographie, ce n'est pas une science sûre. Ouais. Alors, j'utilise peut-être pas les bons termes, mais ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, une échographie, en fonction de la position du bébé, et à 3 mois, c'est encore tout petit, tu vois pas forcément... alors maintenant, tu as beaucoup de progrès, mais tu vois pas forcément tout. Et en fait, pendant les 15 premières minutes, en fait, le médecin, qui était un ponte et qui était au demeurant très sympa, disait mais il va très bien, votre bébé. Moi, et j'arrêtais pas de lui dire mais vous êtes sûre ? Mon mari n'était pas là à ce moment-là parce qu'il était bloqué dans les bouchons. Donc, tu as eu cette pendant un quart d'heure toute seule. Ouais. Et pendant un quart d'heure, il me dit mais tout va bien. Alors, il essayait, il était avec sa sonde à labourer mon ventre. Et je lui dis, mais vous êtes sûre ? Parce que moi, on m'a dit qu'il y avait vraiment un problème. En plus, il connaissait l'échographe qui avait fait la première échographie. Et pendant un quart d'heure, c'était, non, mais ce bébé va très bien. J'étais là, vous êtes sûre ? Et en fait, il a suffi d'un moment où le fœtus a bougé. Et là, effectivement, il m'a dit, ah oui, non, effectivement, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on a eu la confirmation. Jusqu'à ce moment-là, on avait encore un peu l'espoir de se dire, tu vois... Parce qu'il s'est passé combien de temps entre la première écho et la deuxième ? Une semaine, tu vois. Ça a été quand même été assez rapide. Mais quand même, et on était quand même un peu plombés après la première écho. Cette deuxième écho, donc il nous confirme qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai le souvenir aussi dans le cabinet, on venait de finir, mon mari me rejoint. On finit la consultation et là, il était au téléphone avec un collègue. Il savait qu'on était là et là, je l'entends dire non, mais attends, je te laisse. Là, j'ai un grave. Je ne sais plus. Il a utilisé un terme où je me suis dit ok, là, c'est mal barré. C'est mal barré. On a fait un examen qui s'appelle la biopsie du tromboblaste pour voir quel était le problème exactement.
Donc, j'étais sans Cédric, mais super équipe. Bon, c'était l'hôpital américain. C'est assez spécial, mais ils ont tout un département pour le DPNI. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ils ont tout un département. En fait, tu te retrouves avec plein de couples qui sont comme toi, qui ont eu des mauvaises échos, des mauvaises échographies et qui ont probablement un problème génétique ou chromosomique. Et en fait, on a commencé l'examen et en fait, le médecin dit au bout de 3 minutes... la nature est bien faite, il y a plus de bébé, en fait, le cœur s'est arrêté. Alors, on est dans une époque où on analyse beaucoup les mots qui ont été dits. Moi, ça m'a plutôt soulagée, en fait, d'entendre ça. Parce qu'en fait, être dans l'incertitude, c'est ce qu'il y a de pire. Et en fait, de savoir que là, c'était la fin, ça m'a soulagée sur le coup. Ils ont fait rentrer Cédric, etc. Ce que je te racontais tout à l'heure, c'est que... Donc là, on sort de l'hôpital et ma maman m'appelle pour m'annoncer le décès de ma grand-mère. Ce qui est quand même assez fou. Et encore aujourd'hui, alors c'est sûrement peut-être un hasard, j'étais quand même très proche de ma grand-mère maternelle. Et c'est arrivé alors que j'avais ce premier coup dur, en fait, lié à la santé et à la maternité. Et que ma grand-mère a quand même a une maternité pas forcément simple et une relation avec ma mère. Enfin, tu vois, ma grand-mère, elle a été abandonnée par sa mère, par exemple. Bref, je pense qu'il y aurait sûrement des trucs à creuser par rapport à ça. Mais quand on est enceinte, comme je te disais, on a des récepteurs complètement beaucoup plus sensibles. Ouais. Et après, ça s'est enchaîné très vite. Mon médecin, qui est super, que j'ai plus, qui s'appelle le docteur Saban, qui est obstétricien, je le précise quand même, et qui fait ça à Sainte-Félicité. Bref, là, il m'a dit, en gros, vous rentrez, en gros, là, si on fait un curetage, vous rentrez à la clinique. Je crois que c'était un samedi matin. Et le mardi, j'avais l'enterrement de ma grand-mère. Donc, en fait, c'est allé assez vite. Et là, donc, tu avais déjà aussi une petite fille qui s'appelle Céleste, exactement, qui avait à peu près 2 ans. Ouais. Donc, première écho, là, tu y allais, la première écho, vraiment là où on a identifié qu'il y avait un problème, tu y allais un peu la fleur au fusil, sans juste... Exactement. Donc, premier coup près qui tombe, il y a un problème. Deuxième échographie qui confirme. Et ensuite, curetage, annonce du décès de ta grand-mère dont tu es proche. Là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu es sous le choc? Tu ressens comment ton corps aussi? Parce que tu es Alors, je me dis enceinte. que... Ouais, en plus, c'est ce que je te disais, c'est que mon ventre était déjà bien sorti. J'avais vraiment tous des symptômes de grossesse. Au début, je ne l'assumais pas et maintenant, en fait, je me rends compte que c'est quand même assez important. Les 3 premiers mois ont été hyper compliqués pour moi au niveau physique. J'avais une toux hallucinante, donc je n'arrivais pas à me débarrasser. Je toussais à en vomir, donc c'était des vomis, je ne sais pas comment dire, mais qui n'étaient pas liés à la grossesse. C'était cette toux, je ne m'en débarrassais pas. Je reste convaincue aujourd'hui que cette toux que j'avais pendant ces 3 premiers mois était un signe que mon corps m'envoyait pour me dire il y a un problème en fait là. C'était pas conscientisé, mais j'avais cette toux, je m'en débarrassais pas. En plus, j'étais à ce moment-là en conflit avec mon entreprise, avec avocat interposé. En fait, tout est arrivé un peu en même temps. Donc, le moment où, en gros, je sors de la clinique, forcément, je suis un peu triste. Mais au moins, pour moi, je sais, il y a eu un problème. Maintenant, il faut savoir pourquoi. En fait, c'était quoi ce problème? Parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas encore quel problème avait le bébé. Je suis beaucoup dans l'action. J'ai l'enterrement de ma grand-mère. Tu t'effondres pas du tu tout. restes une maman présente pour ta fille, celle qui écrit le discours pour l'enterrement de ta grand-mère, qui va le lire aussi devant tout le monde. Oui, complètement. Alors moi, ça m'aide. Et comme je te disais aussi, c'est m'occuper de Céleste. Avec un enfant de 2 ans, tu es dans le concret, tu es dans le présent. Et au moins, tu te lèves le matin, tu réfléchis pas, tu t'en occupes. C'était quand même assez... Et puis d'avoir un enfant en bonne santé aussi. Tu vois, ce que je te disais, c'est que ça m'est arrivé pour cette grossesse, c'était pas mon premier, quoi. J'avais déjà Céleste qui était là, qui était un enfant de 2 ans, vivante, joyeuse. Là, vous faites bloc avec votre mari, vous êtes tous les deux, vous continuez votre quotidien. Après, là où c'est dur, c'est ce que je te disais aussi, c'est que j'avais beaucoup de femmes autour de moi qui étaient enceintes à ce moment-là. Et je me souviens, tu vois, d'un goûter organisé et de dire à mon mari, je peux pas y aller, en fait. Je peux pas voir les filles. En plus, évidemment que les gens sont adorables avec toi, t'envoient des messages et tout. Donc, c'était hyper sympa, mais je pouvais pas voir de femmes enceintes au début. C'était pas possible. C'était trop dur. Et à quel moment est-ce que justement tu t'as senti que tu avais besoin d'autres choses que ton quotidien pour passer Alors, après, il y avait le côté santé, en fait, où c'est ce que je t'expliquais aussi en off, c'est qu'on a dû voir un généticien. On s'est rendu compte que j'étais porteuse
d'une translocation robertsonienne. On ne va peut-être pas rentrer dans les détails, mais qu'en fait, le bébé avait une trisomie 13 ou 14, que c'est des trisomies où l'enfant n'est pas viable et qu'en gros, pour chaque grossesse que j'avais à peu près 20% de chance, malheureusement, de transmettre cette translocation. Enfin, c'est même pas transmettre, c'est que l'enfant aurait cette trisomie. Ouais, c'est vraiment double annonce, quoi. Annonce de ton bébé que tu portes, justement, n'est pas viable, mais que en plus, tu es porteuse d'une anomalie génétique qui se transmet, en fait. Et qui a en plus de 20 à 30% de chance de se transmettre. Alors, je sais plus. Après, je sais plus exactement ce que je te disais, c'est qu'entre la grossesse que j'ai vécue à Paris et après pour ma 3e à Lyon, les médecins n'avaient pas les mêmes chiffres. Ouais. À Lyon, ils ont halluciné que je n'ai pas fait d'amniosynthèse, tu vois, et même pour Achille, qui est né après en 2018, il ne comprenait pas, alors que j'étais porteuse de cette translocation, que je n'ai pas fait d'amniosynthèse. Achille, il va très bien aujourd'hui. Il est peut-être porteur de cette translocation, et quand il aura 18 ans, il faudra qu'il fasse un cariotype, comme mes 3 enfants. Pour l'instant, on n'est pas là. Mais oui, effectivement, ça m'a beaucoup marqué le rendez-vous avec le généticien, où là, j'avais fait la prise de sang, tu attends les résultats, on t'appelle, on te confirme que ton bébé ou le fœtus avait une trisomie 13 ou 14. Et chez les généticiens, je me souviens, un homme adorable, hyper professionnel, qui te montre des schémas avec... tu as l'impression d'être en cours de bio au lycée avec tes chromosomes, etc. Et là, moi, je voulais à tout prix savoir si c'était un garçon ou une fille. Je lui dis, parce que lui, il avait donc les résultats. On a fait, en fait, après le curetage, ils ont gardé, en fait, pour faire des analyses sur ce fœtus pour voir quel était le problème. Et par exemple, mon mari ne voulait pas savoir. Il me dit, pourquoi tu demandes? Je lui dis, moi, je veux savoir si c'est un garçon ou une fille. Tu vois, ça, j'ai un peu imposé à mon mari. Tu vois, je lui ai dit, je veux savoir. Et donc, il nous a regardé, il me fait, vous voulez savoir? Il m'a dit, oui. Il me dit, oui, c'est un garçon. Enfin, c'était un garçon. Je lui ai dit, OK. Moi, j'avais besoin d'avoir ces infos pour faire un deuil de ce bébé qui ne serait pas là, alors qu'on avait un peu organisé. En 3 mois, en fait, tu as le temps de te faire tes films. On ne va pas se mentir. Même si tu te dis... T'as beau savoir que tu as une grossesse sur 4 qui finit en fausse couche. Maintenant, on en parle encore plus maintenant, tu vois, ça arrive à tellement de femmes. Mais voilà, c'est quand même sur le coup, j'ai un souvenir aussi, ma maman qui était venue à Paris, on était à Paris à cette époque-là, c'est une des rares fois où je me suis vraiment laissée, où j'étais triste, et j'ai sorti l'échographie du premier trimestre, et je me souviens lui avoir dit, t'as vu maman, il était beau quand même. Tu vois, c'était... Alors je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je sais pas pourquoi je l'ai... Mais en tout cas, ça m'a fait du bien de regarder cette échographie, de me dire, OK, il n'est plus, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et de regarder cette image. De lui envoyer de la tendresse. Ouais, exactement. Donc là, tu apprends ces deux, t'as ces 2 événements quand même qui sont assez fondamentaux. Qu'est-ce qui change dans ton monde, dans ton quotidien, dans ta tête et surtout dans ton corps? Alors le corps, je me souviens à l'enterrement du coup de ma grand-mère, alors que j'avais eu le curetage 48 heures, 72 heures avant, d'avoir hyper mal au bide, ce qui est normal en fait, parce que je pense que pendant 3 mois, il se passe un truc dans ton corps, on t'enlève quelque chose, j'avais des crampes, c'était assez douloureux, et assez rapidement, après je ne sais pas si c'est toujours une qualité, mais je me suis mise dans l'action, dans le sens où je me suis dit, on n'avait pas fait notre voyage de noces, je me suis mis à fond là-dedans, dans un projet, à appeler des agences de voyage, à faire des plannings, des machins, quelle destination, à me sortir complètement d'un quotidien médical que j'avais quand même encore, parce que de par cette translocation robertsonienne, on pouvait prétendre à un programme qui est dans quelques villes en France, notamment à Clamart, de diagnostic préimplantatoire, qui est une forme de tri, puisque moi, en fait, c'est mes ovules qui, certaines sont porteuses et d'autres non. Mais si elles sont porteuses, du coup, le bébé, dès le début, n'ira pas bien. Mais c'est un truc, tu peux te rendre compte qu'au bout de 3 mois révolus. Ouais. Et donc, c'est là où ce que je t'expliquais, c'est quand tu as les 3 mois révolus, là, tu fais tout ce qui est cariotype, etc., prise de sang, et en plus de ce qui est fait habituellement. On organise le voyage de noces. Parce que là, tu n'as plus d'activité professionnelle. Non, ça c'est enfin fini, ça y est, par avocat interposé, j'ai réussi à partir. Je me souviens quand même encore, là heureusement c'est en train de passer. C'est très concomitant, avec tout ce qui se passe exactement. Dans ta vie à ce moment-là. Je me revois, alors que mon avocate me disait, même si tu n'as plus rien à faire, parce que ma boîte ne me donnait plus rien à faire, c'était hyper compliqué, elle m'a dit, il fallait que je sois là. Et j'avais le coup de fil du généticien qui m'appelait pour me dire, t'as ça, tu vois, avec un ton un peu grave. Je m'enfermais dans une salle de réunion. Tu vois, tu étais là. Je suis contente aujourd'hui de voir que dans certaines entreprises, tu vas avoir des congés, fausses couches, où tu vois, tu peux quand même prendre un peu de temps pour toi. C'est pas anodin quand tu es une femme et que tu alors pas faire une fausse couche, mais que tu perds
ce qui pouvait être potentiellement un bébé, en fait. Donc, je me mets à fond dans ce voyage de noces. En parallèle, on s'inscrit pour faire ce parcours de FIV, en fait, FIV un peu spécial. On nous dit qu'il y a 9 mois d'attente. Avec mon mari, on décide quand même de se dire, c'est pas grave, on va retenter de manière naturelle en prenant le risque que pendant 3 mois, on ne saura pas si notre bébé va bien ou pas et il n'y aura aucun moyen de le savoir. Ouais. Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat d'Anne-Laure. Le complément préféré d'Anne-Laure, c'est On veut un ventre plat de naïade. Ces ampoules de plantes bio des terroirs français, artichauts, sève de bouleau, fenouil doux et menthe poivrée, décongestionnent la zone abdominale et fluidifient la digestion. Cet élixir de plantes au goût frais est à prendre chaque matin, pur ou dilué dans un verre d'eau pour démarrer la journée en harmonie avec soi-même et la nature. Chez Atelier Nubio, nous sommes convaincus que les compléments alimentaires sont encore plus bénéfiques s'ils sont naturels et purs, intégrés à un rituel de plaisir au quotidien. Ces ampoules de plantes, en cure de 20 jours, sont à commander sur atelierNubio.fr ou à notre atelier boutique 4 rue Paul Bert dans le 11e arrondissement à Paris. Tu as une rencontre aussi avec le yoga Kundalini, avec quelques praticiennes aussi qui ont mis leurs mains sur ton corps. Exactement. Moi, c'est vraiment un des rares sports pratiques. Je crois que c'est la seule pour moi qui a vraiment eu un impact concret sur ma vie à des moments qui étaient très compliqués. Je lis le blog de Lily Barbery. Elle écrit un article dithyrambique sur le yoga Kundalini. On est en 2017 à cette époque-là. Je viens de faire cette fausse couche. Et elle parle de Anne Bianchi qui donne des cours chez elle. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et ça a été magique. Ça a été une super rencontre. C'est une pratique qui m'a énormément aidée. Dès la première session. Ouais, dès la première séance. Je vois pour Brune, quand je voulais tomber enceinte de ma 3e, et quand je pensais être enceinte, c'était le moment du confinement. Et tu avais des trucs, des chants sur la fertilité ou des chants que je faisais et qui m'ont vachement aidée. T'as un mantra? Attends, c'est quoi? C'est Adi Shakti. Adi Shakti, Namo. Voilà, bref. Et ça, je la trouve géniale, cette chanson. Et effectivement, au niveau des praticiennes, moi, qui m'ont énormément aidée, il y a à la fois une ostéo qui fait de l'intrapelvien. Alors, je ne sais pas s'il faut raconter ce que c'est que l'intrapelvien, mais clairement, c'est comme si... Ce sont des pratiques, justement, à l'intérieur du corps. Exactement, à l'intérieur du corps. Et c'est une ostéo qui s'appelle Julie Dallès et qui est fantastique. Cette femme a un don, j'en suis convaincue. Et elle était major de sa promo aussi. Et elle est vraiment... elle a un truc avec les femmes. C'est hallucinant. C'est dans une autre vie, je ne sais pas ce qu'elle a fait comme métier, mais en tout cas... Elle a une bienveillance et un talent pour voir. J'ai envoyé des copines qui faisaient des FIV, etc. Donc, c'est vraiment une ostéo qui s'occupe des femmes qui souhaitent concevoir. Exactement. Ouais. Donc là, toi, tu es allée la voir parce que tu n'avais pas retrouvé ton corps d'avant cette grossesse avortée. Alors, il me semble que j'étais déjà allée la voir pour Céleste, quand je voulais tomber enceinte de Céleste. Mais en tout cas, moi, elle m'a dit des paroles et elle a senti que dans mes tissus, il y avait quand même, il fallait laisser un peu de temps. Pour elle, j'allais tomber enceinte en 2 secondes. C'est vraiment quelqu'un qui allie la technique à l'écoute et à son ressenti. Et pour mes grossesses, que ce soit Céleste ou mes 2 autres enfants, elle m'a sorti des trucs avant que j'accouche, mais qui étaient fous, où ça s'est vraiment produit. Je ne dis pas du tout qu'elle n'est pas du tout chamane ou elle n'est pas du tout devin, mais elle a un ressenti par rapport même à ton accouchement en disant « Ah, moi, elle m'avait dit, en fait, ton bébé, il est super haut, là. Et en fait, là, ok, ton périnée est hypertonique, mais ce n'est pas le fait de pousser, ça va être le fait que ton enfant descende. » Et en fait, j'ai vraiment eu ça pour mes grossesses où j'avais des bébés qui ne descendaient pas. Et ça a posé des petits problèmes. Bref, tout ça pour dire que c'est une ostéo que je recommande et que, au-delà du côté humain, où elle est extrêmement humaine et bienveillante, je la trouve fantastique. Et je trouve que l'ostéopathie intrapelvienne, en tout cas pratiquée par cette femme, après tu la vois pour les séances à 5 mois, à 5, après 7, 8, 9, elle te prépare aussi à l'accouchement et j'ai trouvé que c'était dingue. Ouais, d'où l'importance de l'accompagnement aussi. Et déjà, la sage-femme, on a la chance en France d'avoir les sages-femmes qui sont, bien sûr, ont une formation médicale, mais qui ont aussi dans leur mission d'accompagner les femmes aussi au niveau
psychologique, vie pratique, etc. Il y a aussi les doulas. Moi, j'ai une super yoga doula. Et tu disais que tu avais aussi fait une rencontre avec une masseuse. Ouais. Alors, c'est marrant parce que j'y pensais pas avant que... Tout à l'heure, comme on en parlait, mais il y a eu quand même un moment où j'étais très triste. Où je me souviens d'un moment de tristesse. Je me souviens aussi d'un moment où on va au théâtre avec Cédric pour se changer les idées. Je crois qu'on est allé voir Camille Chamou, qui est très drôle. Et on était tristes tous les deux. Tu vois, on avait beau essayer de se changer les idées. Ça n'a pas duré super longtemps. Mais j'ai quand même le souvenir qu'on a été un couple triste, ce qui est normal. Mais tu sais, tu te souviens de ces moments où tu te dis allez, on essaie de sortir, allez, on va se faire un resto et tout. Et en fait, tu n'es pas dans ton assiette. Et en fait, tu es triste et c'est normal parce que tu as un truc un triste qui t'est arrivé. Et à ce moment-là, je suis retournée voir cette masseuse qui s'appelle Laurence Nénaud, qui est... fantastique aussi et que je recommande. Et là aussi, j'ai envoyé beaucoup de monde et qui fait toutes sortes de massages différents. Ça fait 30 ans qu'elle masse, sa mère massait. Enfin, il y a eu vraiment quelque chose au niveau de la transmission. Et là, alors que j'étais assez triste, elle m'a fait un massage. C'est bête, j'aurais dû l'appeler avant pour qu'elle me dise le nom, où c'était des espèces de petites... J'étais sur le côté et elle me bougeait un peu comme ça, comme des petites secousses. Ce truc m'a fait un bien fou. Alors que, bon, après, je lui fais une confiance totale, etc. Mais on s'est toujours très bien entendu. Et on avait parlé déjà il y a plusieurs années en disant si tu veux tomber enceinte, c'est un peu une magicienne. Alors, c'est pas du tout ça. Il y a tellement de choses de l'ordre, en effet, du contact, des mots, des visualisations autour de la grossesse, que c'est vrai que ça peut métamorphoser une période quand même super intense. Ouais. Mais toi, à ce moment-là, du coup, tu avais arrêté ton job d'avant, Ouais. tu as organisé ton voyage de noces, tu as découvert aussi le Kundalini. Après, est-ce que ce coup d'éclat, justement, t'a un peu transporté à une autre étape de ta vie avant de retomber enceinte, ou c'est la nouvelle grossesse qui t'a fait aussi repartir sur une autre étape de ta vie? Non, c'est le fait de se recentrer sur moi. C'était une époque aussi où j'étais assez obsédée à l'idée de trouver ma voie professionnelle. Ouais. Toujours me dire pourquoi je suis faite, qu'est-ce que je vais faire. Après ce laps de temps, après la fausse couche et le moment où je suis retombée enceinte, en fait, je suis retombée enceinte assez rapidement, tu vois. Je crois que 2 mois après, j'étais d'ailleurs enceinte pour le voyage de noces en Afrique du Sud où j'ai cru que je vomissais. Enfin bon, bref, c'est pas l'idéal. Mais tout ça pour dire que non, c'était plutôt une manière de me recentrer sur moi, le côté pro. Et je sais pas pourquoi. Ça a toujours eu rechercher. Est-ce que je fais un bilan de compétences? Est-ce que par quoi je vais m'orienter? Tout en regardant aussi le côté. Oui, je veux retomber enceinte. J'étais quand même hyper axée là-dessus. D'où le fait. C'était un peu comme une espèce de mini deuil et en même temps très tourné sur l'action. Peut-être trop aussi. Mais après, c'est ma manière de fonctionner. Donc là, tu es partie en Afrique du Sud. Ouais. Est-ce que tu as fait une rencontre, par exemple, avec les plantes, avec la nature? Moi, je n'y suis jamais allée. Mais c'est vrai que je me représente vraiment ce pays comme des paysages absolument à couper le souffle. Surtout que ça a été assez préservé. Ouais. Il me semble, mais aussi un pays d'une violence infinie entre les peuples. Donc toi, tu es revenue avec quoi de ce voyage? Alors, en fait, j'étais quand même pas mal malade pendant ce voyage parce que c'était le début de ma grossesse et c'est ce que je te disais aussi en off. En fait, comme je suis très optimiste et positif, pour moi, la foudre... Bon, après, c'est un peu naïf. Je me disais, la foudre tombe jamais 2 fois au même endroit. Donc, je me disais, c'est plutôt bien parti pour que cette grossesse tienne. Pour moi, statistiquement, j'avais quand même des grandes chances pour que ça se passe bien. Donc j'étais dans ce côté hyper optimiste. Et ce que j'ai retenu de l'Afrique du Sud, alors moi, on a eu la chance de faire un safari. Et oui, c'est assez hallucinant d'être dans des immenses étendues, de partir à 5 heures du mat dans un froid glacial pour aller observer des animaux. Parfois, t'en vois pas, parfois, t'en vois. Et oui, tu as un côté hyper connecté à la nature. Et après, je suis rentrée. Mais c'est vrai que un peu tous ces trucs combinés, c'est-à-dire la pratique du Kundalini que je fais encore aujourd'hui et qui m'aide beaucoup à me recentrer. Et là, le fait de ne pas avoir pratiqué depuis 1 mois, en fait, je le ressens, tu vois. Je ne sais pas pourquoi. On sait que des trucs nous font du bien et quand on les arrête, ça ne fait pas du bien. Et parfois, tu vois, on a du mal à... Moi, c'est un peu mon nouveau challenge, en fait. Je ne peux pas tout faire et il faut choisir.
On peut aussi partager qu'après, tu as eu 2 enfants encore, Achille et Brune, et que tout le monde va bien. Ils vont super bien. Voilà. Question rituelle sur coup d'éclat. Tu sais qu'on dit chez Atelier Nubio que les plantes nous guident. Ouais. Est-ce que toi, il y a une plante que tu as trouvée sur ton chemin ou que tu as du plaisir à voir, sentir, manger? Qu'est-ce que ça t'évoque, ça, la plante totem? Je pense la ciboulette. Au début, j'étais hyper dubitative quand tu m'as parlé de cette question parce que je pense que je manque de connexion à ça. Et, pourtant, tu es allée vivre en Savoie. Ouais, et on redéménage là. Mais Ok. oui, je suis allée vivre en Savoie. Ah oui, parce que tu vois, moi, Savoie, je vois randonnée, lac, parce que, tour du Mont Blanc, tour du Mont Viso, Queyras. Ah bah c'est magnifique. Nous, on habite au bord du lac. Il y a beaucoup de moustiques aussi, il faut quand même le dire. Quand tu te fais bouffer par les moustiques toute la journée, tu comprends pourquoi tout le monde est en manche longue. Citronnelle, alors, pour les faire. C'est aussi une plante, tu vois. Oui. Eh ben, écoute, je vais dire citronnelle et ciboulette. J'aime beaucoup l'odeur de la ciboulette. Ça me rappelle les salades de ma grand-mère, la ciboulette du jardin. Est-ce que tu pourrais partager comme une sorte de petit travail à la maison pour nos auditrices et nos auditeurs? Si tu te réveilles le matin et que tu as envie d'un coup d'éclat, qu'est-ce que tu fais? Un coup d'éclat sur ta peau, un coup d'éclat aussi mental? Alors moi, il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui me fait énormément de bien, c'est finir la douche par un jet d'eau froide. Ah, mais tu sais que c'est quasiment toutes mes invitées. Ça oui, non mais c'est génial. Je pense que c'est trop original. Tu sais. Alors, j'ai découvert aussi le brossage à sec. Alors, je ne le fais pas tout le temps, mais parce que aussi avec 3 enfants, autant dire que le matin, c'est souvent moi qui les gère le matin. Et bon. Mais le brossage à sec, et après finir la douche par vraiment de l'eau froide. J'essaie de me répéter une phrase que j'avais entendue, c'est le confort dans l'inconfort, le confort dans l'inconfort. Et voilà, le jet d'eau froide, ça m'aide beaucoup. Et sinon, un coup d'éclat, attends, je réfléchis. Moi, j'adore prendre mon petit-déj toute seule. Donc, tu fais comment? Tu te réveilles avant tout le monde? Ouais, déjà, en fait, moi, je prends souvent mon petit-déj après avoir déposé les enfants à l'école ou à la garderie. Ok, plutôt après. Okay. Le coup d'éclat, pour moi, c'est accepter que même quand tu as des enfants, c'est bon la solitude aussi parfois. Il faut se créer des moments seuls. Et de quoi est composé ton petit déjeuner? Tu sais que mon idée du bonheur, c'est un petit déjeuner infini. Ah, c'est vrai? Non, je ne savais pas. Non, j'adore. Alors, dis-nous, salé. Et maintenant, je prends des œufs tous les matins. Je fais des œufs... Ciboulette? Non, tu as raison. Je ne mets pas de alors que j'adore ça. Œufs à la coque, œufs au plat, avec des tartines de pain complet. Après, je te dis ça ce matin. Oui, bien sûr. Beurre de micelle. Cru, ouais. Trop bien. Et j'essaie d'agrémenter avec un fruit. Effectivement, j'essaie de limiter le sucre et tout. Après ma 3e grossesse, après la naissance de mon 3e enfant, j'ai fait une dépression postpartum et je mangeais beaucoup de sucre. J'étais épuisée. J'ai l'impression que le sucre, ça me rendait très triste. Et en arrêtant le sucre, alors pas complètement, tu vois, mais j'essaie plus de jus de fruits le matin. Mais c'est un peu genre, t'as un pic parce que quand même, c'est tous tes récepteurs à endorphines et tout, donc t'es heureux sur le coup, mais après, t'as un peu une descente. C'est un peu comme la drogue ou comme l'alcool. Ouais, exactement. En tout cas, et je trouve que moi, c'est un peu ma faiblesse avec les gâteaux des enfants. Maintenant, ça va mieux. Mais tu vois, il ne faut pas que je tombe dedans. Il ne faut pas que je tombe dans un pot de Nutella ou des trucs comme ça. Génial. Merci beaucoup, Anne-Laure, pour cet épisode coup d'éclat autour de la grossesse du Kundalini et un tout petit peu du sucre. Ouais, exactement. Merci, Claire. J'espère que cet épisode avec Anne-Laure vous a plu et vous a diffusé sa belle énergie dans l'action. Mon podcast Coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre « Mes routines du matin ». Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à claire@ateliernubio.fr. Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités en même temps. Merci, j'ai hâte de vous lire.